Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de Big Five. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, on va parler d'Arsenal. Arsenal qui va plutôt bien ces derniers temps. Les Gunners ont remporté la Cup, leur premier titre depuis 2017. Une réussite à mettre en grande partie au crédit de leur entraîneur Mikel Arteta. Il a imprimé sa patte sur le jeu d'Arsenal, a su redonner de la confiance à ses joueurs et les résultats ont suivi. Mais attention, tout n'est pas réglé du côté de l'Emirates. Manque de leader et faiblesse défensive récurrente. Le club londonien a de sacrés chantiers devant lui avant d'espérer retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 3 ans. Et on terminera en se demandant si Arsenal a réellement un projet sur le long terme. Avec moi aujourd'hui pour la reprise, 2 habitués de Big Five, Emmanuel Beaujean pour commencer. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Pierre-Étienne Minonzio est là également. Bonjour Pierre-Étienne. Salut Marie. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Il ne faut pas voir le club d'Arsenal plus beau que ce qu'il est réellement. Voilà ce que nous disait notre collègue Emmanuel Corcostegui il y a un peu moins d'1 an, lorsque nous avions enregistré un épisode de Big Five sur les déboires d'Arsenal version Unai Emery. Arsenal n'est plus capable de se battre pour le titre, ça c'est vrai depuis 2016, mais l'arrivée de Mikel Arteta en décembre dernier a fait beaucoup de bien aux Gunners. Alors évidemment, il ne faut pas les voir trop beaux, mais la fin de cette saison 2019-2020 a montré qu'ils avaient progressé en termes de solidité, d'efficacité, de confiance aussi. Ils ont remporté la Cup début août face à Chelsea, puis le Community Shield contre Liverpool à la fin du mois. Pierre-Étienne, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment Mikel Arteta a remobilisé ses joueurs? Quel levier il a utilisé dans son management pour les refaire gagner, tout simplement? Déjà, je vais reprendre ce que tu viens de dire et expliquer effectivement que son bilan, il est plutôt positif, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont terminé la Première Ligue 8e et que 8e, c'était le pire résultat depuis la saison 94-95. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que sa grande réussite, ça a été tout simplement de redonner confiance aux joueurs, aux cadres, mais aussi aux jeunes. C'était le grand souci d'Emery, il y avait manifestement un problème communicationnel. Ce qui était frappant quand Arteta est arrivé, c'est qu'il a su relancer des mecs comme Ozil, qui a moins joué en fin de saison, ou Xhaka, dont on disait qu'il était, il était quasiment sur le départ. Et puis, il a réussi à mettre peu à peu en confiance ses troupes et à imposer un style de jeu qui n'était pas vraiment adapté à son effectif, notamment construire de l'arrière. Et il a réussi à donner la confiance à ses joueurs et à les faire croire à ses idées. Donc je pense que c'est son gros succès, ça. Vincent, c'est quelqu'un de très calme, Mikel Arteta. Il est pondéré et pédagogue avec ses joueurs. Je pense qu'il est calme à l'entraînement, mais en match, il peut être un peu éruptif. Et en ça, il ressemble à son maître Pep Guardiola. Mais c'est vrai qu'il a amené aussi, une espèce d'organisation. Le message d'Emery ne passait pas vraiment parce qu'il travaillait sans doute trop sur l'adversaire, pas assez sur Arsenal. Après, Arteta, il n'a pas tout fait de manière linéaire. C'est le restart un peu qui lui a donné un peu plus de légitimité parce qu'ils ont remporté la Cup, parce qu'ils ont mieux fini, parce qu'ils ont battu Liverpool. Et puis c'est la victoire au Community Shield contre Liverpool à nouveau qui a montré qu'il se passait quelque chose à Arsenal. Très franchement, au début, c'était quelque chose qui semblait pas acquis. Il a su relancer un joueur comme Ceballos à partir d'une position basse au milieu et ça a vraiment amélioré le jeu. Effectivement, il a fait confiance aux jeunes, mais moins à l'arrivée qu'il ne l'a fait au début. Au début, il y avait un peu de jeunisme. Je pense qu'il avait un peu l'impression que les jeunes étaient la solution et il s'est rendu compte sur la fin qu'ils pouvaient être la solution. Mais parfois, le problème est qu'il fallait équilibrer un petit peu. Et il est déjà apprécié des supporters? Oui, il avait une cote de sympathie qui était immédiate, qui n'était pas le cas d'Emery. Évidemment, c'est un joueur qui a quand même marqué les esprits à Arsenal. Et puis, il a fait aucune faute de communication. Sa communication est très prudente, mais disons qu'il a toujours fait preuve d'ambition. Un exemple sur Aubameyang. Il a toujours dit qu'il était très confiant dans le fait de prolonger, alors qu'au début, tous les signaux indiquaient qu'Aubameyang était quand même assez dubitatif sur la qualité de l'équipe et sur les possibilités de progression. Et lui a toujours dit non, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Et il avait raison, manifestement. Donc j'ai une info quand même sur Aubameyang, si vous voulez. J'ai quand même une info qui est quand même importante parce qu'elle se dit pas vraiment, donc c'est une exclue pour le podcast. C'est qu'en fait, il est écrit partout qu'Aubameyang, il lui reste une année de contrat. Et c'est pour ça qu'il peut se sentir aussi libre et que c'est lui qui est en position de force et pas le club et que le club sera obligé de le vendre s'ils se mettent pas d'accord. La réalité, et Arsenal ne communique pas là-dessus parce qu'ils ont un petit peu de mal à l'assumer, mais la réalité, c'est qu'il lui reste une année de contrat plus une année en option que le club peut lever de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, il y a 2 ans de la fin de son contrat.
Néanmoins, c'est maintenant que le club veut négocier, c'est maintenant qu'il veut lui offrir le plus beau salaire de l'histoire du club, mais le club estime qu'il est plus facile dans la communication d'annoncer qu'il lui reste une seule année de contrat, ce qui est à moitié de vrai, plutôt que de dire dans la réalité, il lui reste 2 ans, mais on va quand même lui donner une fortune. Alors on va reparler de... C'est super intéressant. Ouais, mais c'est une manière de mettre la pression sur le joueur aussi en disant ouais, mais c'est lui qui veut se barrer parce que dans 6 mois il va être libre. Donc c'est malin de la part d'Arsenal de pas trop communiquer sur le sujet en fait. Bon, on reparlera un peu plus tard du cas Aubameyang. Vincent l'a évoqué. Arteta tient particulièrement. Bon, c'était effectivement plus le cas au début de la saison, mais il tient particulièrement à faire progresser les jeunes joueurs. Ouais, on l'a vu notamment avec Saka, Nketiah, Willock, Martinelli, Maitland-Niles, Tierney, Nelson. Donc il a vraiment de la matière. C'est vrai ce que disait Vincent, il s'en est pas mal servi au début, un peu moins sur la fin de saison dernière. Mais en tout cas, il est pour l'instant dans une phase où il est très apprécié de ses joueurs. L'équilibre est certes fragile parce qu'on a vu des faiblesses défensivement. Mais pour un club qui a dû gérer la fin de l'ère Wenger et un début d'après Wenger avec Emery très délicat, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que c'est la personne idoine pour redresser Arsenal. Hein, comme disent les Anglais, c'est the right man in the right place at the right time. Donc c'est vrai qu'il est là avec beaucoup de rigueur et on sent que quand on lit les déclarations de ses joueurs, ça plaît pour le moment parce que il y a Saka là, qui disait qu'il a une stratégie claire, il nous apprend plein de petites choses que nous ignorions avant, il apporte son propre style, sa manière de fonctionner. Alors bien sûr, ce sont des jeunes, ils ne sont pas parfaitement objectifs, puisque notamment Saka est un de ceux qui a bénéficié de temps de jeu, mais même un joueur comme Lacazette, que Vincent a eu cette semaine au téléphone, et il pourra confirmer, parce qu'à un moment, Lacazette a été mis sur le banc au profit de Nketiah, par exemple. Il disait, Mikel Arteta m'a redonné confiance, il demande beaucoup de choses, je ne dirais pas qu'il est strict, mais il sait ce qu'il veut, et quand ce n'est pas bien exécuté, on se rend compte qu'on joue mal. Donc ça montre aussi que finalement tout le monde a l'impression qu'il apporte un plus, en tout cas que c'est mieux qu'avec Emery précédemment. C'est quelqu'un qui apporte une grande attention au déplacement de ses joueurs, qui aime beaucoup se concentrer sur des détails. Je sais qu'à l'entraînement notamment, il leur demande beaucoup de ne pas se débarrasser du ballon, d'attendre véritablement d'être pressé pour faire la passe. Donc, et même pendant le confinement, on l'a vu très actif. C'est lui qui a négocié pour que ses joueurs baissent leur salaire de 12%. Et il leur a envoyé à chacun des plans tactiques, des analyses vidéo. Et il explique assez fréquemment qu'il a un plan pour chaque joueur. Vincent, est-ce que sur le terrain, le plus gros apport d'Arteta, c'est ce pressing assez puissant qu'Arsenal met en place depuis quelque temps ? Oui, c'est assez vrai. C'est effectivement c'est la chose qui est apparue le plus rapidement. Alors parfois sous Emery, Arsenal était quand même capable ponctuellement d'une certaine intensité. Il faut quand même le reconnaître. Mais j'ai l'impression qu'avec Arteta, Arsenal a montré un petit peu plus de caractère sur la durée en tout cas, et que tous les matchs que les Gunners perdaient dans les 5 dernières minutes, il leur arrivait assez souvent de les gagner, de préserver le score. On a senti moins de panique, on a senti encore une fois un peu plus d'agressivité. Alors évidemment, ça n'a pas suffi toujours à compenser les manques individuels des défenseurs et l'absence définitive d'un vrai numéro 6. Mais il n'empêche que effectivement, on a l'impression que Arsenal de nouveau peut rêver du top 4 avec Arteta alors qu'il en a été sorti depuis le départ d'Arsène Wenger. Lors de leur dernière victoire en Cup et lors du Community Shield, on les a vus jouer avec un milieu à 4, Maitland-Niles, Xhaka, Ceballos ou El-Neni et puis Bellerin à droite. On a l'impression que c'est le vrai point fort des Gunners aujourd'hui. Oui, comme l'a dit Vincent, ça a un peu changé avec le restart parce qu'au début, il était plus en début d'année, notamment 4-2-3-1. Et puis effectivement, il y a ce 3-4-3 là qui s'est un peu installé, qui fonctionne bien, où Ceballos a un rôle essentiel. Et c'est pour ça que là, c'est une très bonne nouvelle pour eux qu'ils puissent le conserver parce que c'est un joueur qui a une qualité de passe, de sûreté. Il rassure tout le monde dans une équipe. Il est vraiment impressionnant, ce joueur. Et puis par ailleurs, voilà, moi, pour compléter ce que dit Vincent, moi ce qui m'a vraiment impressionné, notamment en demi-finale de Cup, en finale et au Community Shield, c'est vraiment l'obsession qu'ils ont de construire depuis l'arrière, quoi. C'est complètement fou parce que quand on regarde les matchs, on se dit mais
c'est trop dangereux, quoi. C'est que des relances courtes derrière, ils vont finir par se faire contrer. Et en fait, c'est à partir de là où ils arrivent à être dangereux et à laisser parler devant le talent d'Aubameyang. C'est assez impressionnant. Alors, contre les gros, il y a clairement un effet Arteta, puisque Arsenal a remporté 4 de ses 10 matchs contre les membres du top 6 depuis l'arrivée de l'Espagnol. Ça fait 40% donc. Alors qu'entre les automnes 2016 et 2019, en 44 matchs, seulement 18% de victoires. Merci à nos confrères du Guardian pour ces chiffres. Il arrive à faire passer un autre niveau à ses joueurs, Arteta. Ouais, il y a eu un déclic mental. Je pense que ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'ils voient qu'ils sont capables de faire, ça leur donne beaucoup de confiance en match. C'est vrai qu'ils tentent des choses tactiques. On l'a vu à un moment, quand il était encore à 4 derrière, utiliser Granit Xhaka pour le faire redescendre en tant que troisième défenseur central sur certaines phases de jeu. On a vu que parfois l'arrière droit, comme on peut le voir à Liverpool ou ailleurs, venait s'intercaler dans l'entrejeu quand le jeu penchait à gauche. Donc il leur donne de la confiance, il y a des préceptes de jeu, c'est vrai que ça essaye de repartir de derrière et je pense que ça sera encore plus flagrant quand on aura des défenseurs centraux plus à l'aise techniquement, ce qui semble être le cas cette saison. Voilà, on a évoqué le management convaincant, on va dire, de Mikel Arteta, sa volonté de faire progresser les jeunes et aussi son système de jeu porté vers l'avant. Vincent, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'Arsène Wenger chez l'Espagnol ? Il y a probablement une combinaison du meilleur des entraîneurs qu'il a croisé. Je pense qu'il y a un peu d'Arsène Wenger, il y a un peu de Guardiola. J'imagine qu'il y a un peu moins de tous les entraîneurs qu'il a eu à Everton pendant 7 ans. mais oui, il y a ça. Et en même temps, par rapport à Guardiola et Wenger, pour l'instant, effectivement, c'est une équipe qui peut prendre des risques dans la relance. Et on l'a vu sur le premier but d'Aubameyang dans le Community Shield, qui part effectivement d'une relance dans la surface, qui implique le gardien Martinez et qui paraissait un peu vertigineuse au début, puis finalement à la fin la défense de Liverpool s'ouvre comme la mer Rouge, et c'est le cas de le dire. Mais au-delà de ça, c'est pas un football de possession, c'est un football de transition rapide. Mais je trouve que par rapport à Wenger qui avait un vrai football de possession et par rapport à Guardiola qui la valorise, on le sait, au plus haut point, je trouve que Arsenal est assez indifférent au fait d'avoir ou de pas avoir le ballon. Et ça c'est une petite rupture, on va dire, par rapport à la culture du club, mais c'est une rupture qui paraît cohérente par rapport à des moyens différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Gunners n'ont pas les moyens d'imposer leur manière de faire à tout le monde. Il leur faut un peu s'adapter, il leur faut mieux subir pour être dangereux, et il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, alors qu'avant, la possession était le seul plan de l'équipe. Oui, tout à fait d'accord avec Vincent, et je complète en disant effectivement que ça dépend des joueurs dont il dispose. Et là, effectivement, il a peu de joueurs capables vraiment de tenir le ballon, en fait. Donc, il profite de la qualité de relance d'un David Luiz, aussi de la rapidité de ses attaquants. Donc, effectivement, la notion de transition, elle est devenue fondamentale parce qu'effectivement, il n'a pas forcément l'effectif pour jouer vraiment autrement, à mon avis, quoi. Bon, alors Arteta s'est imposé en tant que patron à la tête de l'équipe, ça c'est indéniable. L'Espagnol est d'ailleurs sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023. En revanche, les Gunners sont toujours à la recherche de leaders sur le terrain et c'est récurrent depuis de nombreuses années. Il leur manque un ou plusieurs joueurs de caractère capables de galvaniser l'équipe. Bon, Pierre-Emerick Aubameyang commence à remplir ce rôle. Il porte le brassard de capitaine depuis novembre dernier, mais ce n'est sans doute pas suffisant. Et puis pour l'instant, on n'est pas encore sûr à 100% qu'il restera à Arsenal. Messieurs, comment vous expliquez cette absence récurrente de leader ? Est-ce que c'est seulement un problème de recrutement ? Ils ont perdu du monde quand même sur les 2-3 dernières années, hein, entre Koscielny, Petr Cech, Mkhitaryan, Wilshere. Et puis ils n'ont pas toujours été très heureux non plus dans les joueurs qu'ils sont allés chercher, avec Xhaka qui a eu sous Emery qui a été longtemps décrié en tant que capitaine, Matteo Guendouzi qui a affiché aussi certaines limites, Chambers en défense, Torreira au milieu de terrain. Donc il a eu besoin d'un peu de temps pour trouver les joueurs nécessaires à un équilibre. Et dans le leadership, vous avez des joueurs comme Aubameyang forcément qui rayonnent, et David Luiz, mais qui a aussi eu ses phases difficiles en défense. Quand vous avez une défense avec autant de scories, avec Mustafi, avec Socrates Papastatopoulos, ça n'aide pas à avoir confiance sur le terrain avec les résultats. Puis il y a eu un manque de continuité quand même dans l'effectif, c'est-à-dire que
Après l'ère Wenger, il y a eu quand même un renouvellement. Et donc, en fait, il y a peu de gens qui incarnent le club sur le long terme aujourd'hui dans cette équipe. Et le fait qu'il ait mis Aubameyang capitaine, c'était sans doute à la fois pour le responsabiliser et lui dire on a besoin de toi, on t'aime, ne pars pas. Bon, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a un peu de ça, de dire, parce qu'il a eu toute une rhétorique pour dire après la Cup, là, il a soulevé la coupe en premier, il va en prendre l'habitude. Bon. Et après, c'est aussi effectivement un aveu de faiblesse parce que, en fait, oui, alors si on met pas Aubame capitaine, qui on met d'autres, c'est pas évident. Il faut quelqu'un qui soit bon, qui incarne le club depuis longtemps. En fait, il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. Alors, l'autre problème qui est sans doute lié à ce manque de leader, c'est la quête perpétuelle d'un milieu récupérateur. Vincent, tu parlais l'année dernière de la nostalgie de ces grands milieux destructeurs qui donnaient du sens au jeu des Gunners. On pense bien sûr à Patrick Vieira en particulier. Même s'il y a eu du progrès, on peut clairement faire le même constat aujourd'hui. Oui, toujours. C'est-à-dire qu'il y a eu Patrick Vieira, effectivement. Il y a eu aussi Gilberto Silva, l'année des Invincibles, et c'était ça comptait aussi. Depuis, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu un petit espoir pour Arsenal quand Lucas Torreira est arrivé, quand même, parce qu'avec l'Uruguay, il montrait des choses qui étaient encourageantes. Mais c'est vrai que sur la durée, il n'a pas réussi à tenir un niveau de performance suffisant. Il a été trop soumis au carton, parfois un peu naïf. Bon, après, c'est vrai que protéger la défense d'Arsenal, parfois, c'est une mission impossible. On parlait du manque de leader. Le problème, c'est que ceux qui ont le mental pour être leader dans la défense, ils ont souvent 2 pieds gauche, donc c'est pas toujours très facile. Par exemple, un gars comme Socrates, c'est un vrai leader. Seulement, il fait tellement de boulettes qu'il y a un moment, c'est plus possible. Ça peut être aussi le problème ponctuel de David Luiz, qui a vraiment commencé le restart de manière catastrophique avant de finir très fort. Pareil pour Xhaka. Donc c'est un peu compliqué, mais un vrai 6, je vois pas comment Arsenal pourrait s'en sortir sans un vrai 6, sauf à imaginer que le nouveau système d'Arteta, avec cette défense à 3 ou à 5, c'est selon, produise une espèce de solidité qui soustrait Arsenal à cette dépendance-là. C'est-à-dire que les 5 seraient assez solides pour pouvoir jouer avec 2 relayeurs au milieu et ne plus avoir besoin de ce 6 qui est un fantôme pour l'instant à l'Emirates, quoi. C'est vrai qu'ils ont ce souci depuis longtemps et c'est marrant, on a l'impression qu'il y a plein de clubs anglais en fait, qui sont confrontés à cette problématique. City aussi, ils cherchent aussi un 6 et on a l'impression que c'est un peu chaque grand club cherche désormais son N'Golo Kanté, quoi. Ouais, le PSG cherche aussi. Il y a plein de clubs qui sont dans c'est un profil très recherché. Bon, Vincent l'a évoqué, la grande faiblesse défensive d'Arsenal, 48 buts encaissés la saison dernière, c'est la 8e défense de Première Ligue. Bon, les Gunners viennent de recruter le Brésilien Gabriel en provenance de Lille. Ils ont également récupéré William Saliba qui était en prêt à Saint-Etienne, donc 2 défenseurs, 2 profils assez solides selon vous pour arrêter d'encaisser autant de buts. En tout cas, il fallait recruter à ce poste. On ne sait pas si ça fonctionnera. Gabriel, c'est quand même quelqu'un qui est costaud, qui est bon dans le domaine aérien. Saliba, il a un gros potentiel. Il faudra qu'il s'adapte à la Première Ligue, mais c'est difficile de faire pire sur certaines séquences que Mustafi ou Socrates. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Ils ont aussi pris un Brésilien, Pablo Mari. Il faudra voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant, le recrutement est assez intéressant avec des joueurs libres aussi. Cédric Soares, l'arrière latéral portugais, et même Willian, qui arrive de Chelsea. Et Vincent et Pierre-Etienne parlaient de Ceballos. C'est vrai qu'ils ont obtenu le prêt pour une saison supplémentaire au milieu de terrain. Donc pour l'instant, c'est un visage assez séduisant côté Gunner. Et on peut se dire que si défensivement, il y a du mieux, déjà qu'il y avait une éclaircie dans le jeu, on peut être assez confiant dans la capacité des Gunners à renouer, en tout cas dans la lutte pour le top 4. Pierre-Etienne, tu vois aussi le mieux défensivement arriver avec Gabriel et Saliba, ou est-ce que ça te paraît encore un peu vert? Non, Saliba, moi j'aime vraiment beaucoup. Chaque fois que j'ai vu jouer ce joueur, j'ai trouvé excellent. Vraiment, comme Manu l'a dit, il y a le potentiel, mais je trouve qu'il a déjà énormément prouvé. Franchement, il me fait penser à Varane dans son assurance, dans sa qualité technique. C'est un joueur qui s'affole pas. Et mine de rien, en Angleterre, les bons joueurs, ils arrivent souvent à s'adapter facilement. Donc, je suis assez optimiste à son sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, Arsenal a les moyens en fait, financiers de recruter intelligemment ? C'est pas évident, évidemment, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Comme tous les clubs, ils ont pris le Covid de plein fouet. On l'a dit, il y a 55 personnes au sein du club qui ont dû partir, y compris d'ailleurs des gros noms comme... je crois qu'ils ont viré Charlie George, qui était une légende des années 70, qui faisait des tours
des visites en tant que grande légende du club, et ils n'ont pas gardé manifestement. Enfin voilà, il y a eu des choses comme ça, donc ils sont quand même dans la panade. C'est pas le club le plus attractif en ce moment, donc ils sont obligés de faire des coups, donc soit des joueurs libres, soit des jeunes joueurs, mais c'est difficile effectivement d'attirer des très grands noms, évidemment. Vincent ? C'est vrai que le Covid leur a fait un petit peu mal, mais même surtout au niveau de l'image, parce qu'ils avaient négocié avec les joueurs la baisse de salaire de 12%, à condition qu'il n'y ait pas d'impact sur les employés. On a demandé aux joueurs d'être solidaires, leur dire si vous acceptez la baisse, on licenciera personne, et ils ont accepté la baisse, et d'ailleurs ils ont licencié 55 personnes. Donc effectivement, en termes d'image, il y a sans doute un peu mieux à faire. Mais Arsenal quand même a de l'argent, on le voit, il a mis beaucoup d'argent pour le transfert de Saliba l'hiver dernier, beaucoup d'argent sur le transfert de Gabriel, il est prêt encore à mettre beaucoup d'argent éventuellement sur Houssem Aouar, si Aouar choisissait Arsenal. Ça reste un club qui a les moyens, mais comme la plupart des grands clubs anglais. Alors on ne sait pas si ça va durer, parce que notamment par exemple le contrat des droits TV en Chine a été dénoncé, et donc la Première Ligue, dont le contrat global avait déjà baissé, le dernier risque de baisser encore, mais il n'empêche que les ressources financières restent quand même très importantes pour les clubs du top 6. Et qu'Arsenal a de l'argent, oui. Le problème d'Arsenal, ça a longtemps été d'avoir moins d'argent que les autres, mais ces dernières années, ça n'a pas été d'avoir moins d'argent que les autres, c'était d'avoir dépensé plus mal que les autres. Mais quel est le projet des dirigeants à long terme ? Je rappelle qu'Arsenal est la propriété du groupe Krönke Sports and Entertainment. C'est difficile à dire, c'est un peu comme... Est-ce qu'il y a un projet, tout simplement ? Vu de loin, ça ressemble un peu aux Glazers avec Manchester United, quoi. C'est que c'est des Américains qui sont pas forcément des passionnés de football, qui ont investi, qui sont sans doute attachés au club, mais qui n'ont pas forcément, je trouve, une vision au long terme très nette. Et ça se voit à travers la valse de dirigeants, parce qu'il y a les entraîneurs, on en a parlé, mais dans les coulisses aussi, ça bouge beaucoup, et c'est jamais très bon signe. Donc, peut-être que là, le duo formé par Arteta et Edu va permettre d'apporter un peu de constance dans ce domaine-là. Ouais, Edu qui est le premier directeur technique de l'histoire des Gunners. Oui, alors maintenant, ses prérogatives vont sans doute augmenter avec le départ de Raoul Sanllehi. Et manifestement, il est plutôt proche d'Arteta, alors avec lequel il n'a jamais joué, je crois. Mais visiblement, entre deux, ça marche bien. Donc lui, il va être très attendu. Jusqu'à présent, il se planquait un peu. Il était critiqué pour ça. Donc là, on va voir. Je crois qu'il va sur les négociations sur Aubameyang, c'est lui qui a repris la main, par exemple. Donc il va être assez attendu, ouais. Et Vincent, il y a un audit interne en cours sur la politique de recrutement. Oui, mais alors ça, on va dire que la cellule de recrutement a été un enjeu de guerre sociale et financière et politique ces dernières années à Arsenal. Les scouts personnels d'Arsène Wenger, à la fin de l'ère Wenger, ne parlaient même plus aux responsables du recrutement. Enfin voilà, il y avait des choses un peu compliquées. Donc là, je pense effectivement, ils examinent ça. Ils doivent avoir un peu envie aussi de solder la période espagnole, quand même, globalement, et de la montrer du doigt, si nécessaire, pour se racheter une virginité. Mais je vois pas encore une fois, je vois pas que l'argent dépensé, enfin, je vois pas qu'il y a un problème réellement financier à Arsenal. Le problème, c'était une politique sportive qui a été un petit peu à courte vue, même s'il faut être honnête, le recrutement au début de l'ère Emery, il paraissait cohérent, c'était des jeunes joueurs, ça venait après le fait que Arsenal ait pu prolonger Ozil et choisi de ne pas le faire avec Alexis Sanchez, et l'histoire lui a donné raison pour Alexis Sanchez. Donc tout n'a pas été négatif. Ce qui a été négatif, c'est de ne pas avoir trouvé de solidité défensive par le recrutement. Et c'est l'enjeu de cette saison avec Gabriel et Saliba, et effectivement. Et on va voir ça dès la première journée, parce que Saliba va sans doute jouer dans la défense à 3, avec Holding notamment. Pas Gabriel, parce que Gabriel doit poursuivre sa quarantaine à son retour de France. Mais l'enjeu est là, et je pense quand même que par le recrutement, Arsenal a suffisamment d'armes pour disputer une place dans le top 4. Alors, tu as évoqué Mesut Ozil. Est-ce que dans l'optique d'alléger la masse salariale, est-ce qu'un départ d'Ozil est envisageable, voire souhaitable ? Il faut trouver un club qui accepte de payer son salaire, qui est complètement délirant, puisque de mémoire, il doit être dans le top 5 des joueurs de Première Ligue les mieux payés. 400 000 livres par semaine. Ouais, ça doit faire du 18 millions d'euros par an à peu près. Il est quasiment certain que lui va pas s'asseoir sur son salaire et qu'aucun club peut l'acheter à ce prix-là. Donc Arteta a fait le constat d'Emery, c'est-à-dire qu'en fait on est forcé de faire avec lui en fait. Donc l'idée vu qu'il coûte aussi cher, autant le faire jouer. Oui, mais d'ailleurs il a énormément fait jouer. Tout début d'année, il avait jamais autant joué presque, mais
effectivement, il a un peu disparu de la circulation à la fin. C'est assez, on a toujours du mal à comprendre un peu sa position dans le club, Ozil. Et c'est un des 3 joueurs qui a refusé la baisse de salaire de 12,5%, qui a été justifié par son agent, puisque l'agent disait que c'est pas normal qu'Arteta participe à la persuasion des joueurs, puisque certains pourraient avoir peur des répercussions pour une place de titulaire. Donc Özil, oui, ça fait partie des joueurs qui sont en fin de contrat en 2021, au même titre qu'Aubameyang, même s'il y a donc cette option que nous disait Vincent jusqu'en 2022, et que David Luiz, Socrates et Mustafi, les trois joyeux défenseurs centraux. Dernière question pour terminer. On l'a déjà un peu évoqué, mais histoire que ce soit clair. Pierre-Emerick Aubameyang est bien parti pour prolonger. Ça, on va le savoir assez rapidement. Oui, là, The Athletic a dit que c'était pratiquement fait, donc c'est sans doute. Mais de toute façon, Aubameyang, même dans sa communication, ça fait quand même plusieurs semaines, parfois de manière subliminale sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il va rester. Manifestement, Arteta a su trouver les mots pour le convaincre. On peut aussi penser qu'il s'est rendu compte que ça allait être difficile d'avoir une place de titulaire dans un club au-dessus en termes de standing qu'Arsenal. Et qui, je pense qu'il a peut-être être difficile pour Aubame, c'est d'accepter qu'il jouerait peut-être jamais au Real. Enfin là, peut-être que j'insulte l'avenir, mais il a toujours dit dans toutes ses interviews, ça m'avait marqué, il a toujours dit, moi mon objectif c'est d'être au Real. Bon là, il a vu son âge, vu sa progression de carrière, il faut peut-être accepter que Arsenal, ça sera le club où il va vraiment faire son dernier très gros contrat, mais c'est plutôt bien pour lui. Hein. Ouais, et puis les propriétaires, les Américains, là, les Kroenke, disent régulièrement que Arsenal a une masse salariale d'une équipe de Ligue des Champions, alors que c'est une équipe qui joue la Ligue Europa. Et là, c'est vrai que ce nouveau contrat d'Aubameyang, il est nécessaire pour les Gunners parce qu'il devrait passer devant Mesut Özil et gagner peut-être aux alentours de 300 000 € par semaine. Ce sera le mot de la fin, Emmanuel. En tout cas, on regardera avec attention le premier match d'Arsenal en Première Ligue cette saison. Ce sera contre Fulham le samedi 12 septembre. Merci à tous les trois, Emmanuel Beaujean, Vincent Duluc et Pierre-Étienne Minonzio. Merci aussi à Roland Richard qui faisait son grand retour parmi nous aujourd'hui. Et vous, très chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.